bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 61 de la saison 3. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et postnatal. Et puis surtout, je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Je m'appelle Ella. Bienvenue de la matrescence. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles. J'ai lancé mon site web, n'hésitez pas à y faire un tour pour trouver des épisodes que vous n'avez encore jamais écoutés. Tout y est, clémentinesarlat.com. On a toutes et tous fait le constat en tant que femme ou en tant que parent que face à certains soignants, la bienveillance, l'écoute et la prise en compte de sa spécificité, liée au genre ou à sa couleur de peau, n'étaient pas toujours respectées. L'association Pour une meuf, c'est-à-dire pour une médecine engagée, unie et féministe, créée il y a 3 ans, a fait le même constat. Ces femmes, à l'origine de l'association, ne se reconnaissant plus dans le discours majoritaire du monde des soignants face aux patients, et aux patientes évidemment, ont décidé de prendre les choses en main et d'agir à la racine du problème, c'est-à-dire dans les universités et auprès des soignants, soignantes volontaires et adhérents de la démarche. J'ai donc eu le plaisir d'interviewer Maya, orthophoniste et engagée depuis le début aux côtés d'autres membres d'Une Meuf. Dans cet épisode, on parle des actions menées par Une Meuf, de la formation prodiguée, des polémiques autour de la liste des soignants, mais aussi de sa posture à elle en tant que soignante et comment elle a changé face aux enfants notamment. On a évoqué l'autisme et le bilinguisme chez les enfants, mais aussi la prise en charge des femmes en postpartum. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Maya. Salut. Bon, je rigole parce que Maya, c'est le pseudo de toutes celles qui font partie de Pour une meuf. Donc, il faut que je m'adapte à votre prénom. Et c'est un très beau prénom par ailleurs, Maya. Merci. On a un peu réfléchi avant de le choisir. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment est née l'association Pour une meuf ? Déjà, je trouve que le nom est génial. Mais ça part de quoi et ça part d'où ? Donc, pour une meuf, ça part d'abord d'un petit groupe de personnes, de soignantes, qui se rapprochent et discutent beaucoup sur Twitter et qui font le constat que en fait leur voix, que la voix majoritaire des soignants n'est pas du tout le reflet de ce qu'elles pensent, et ont envie de donner à entendre d'autres voix de soignants et de soignantes, en particulier de soignantes, puisque c'est une association féministe, et aussi de pouvoir réfléchir entre soignantes et étudiantes en santé aux problématiques de harcèlement qu'il existe envers elles dans la formation et ensuite pendant l'exercice de leur profession. Donc c'est vraiment né des réseaux sociaux ? C'est assez né des réseaux sociaux. D'accord. Et c'est un constat que vous êtes beaucoup à partager et qui est difficile à partager publiquement ? Et c'est pour ça qu'il faut une association, ou comment est-ce que vous êtes dit l'association c'était la meilleure forme pour ce que vous vouliez faire ? Parce qu'il y a vraiment la volonté d'avoir une analyse politique et donc de proposer un changement collectif et pas simplement une amélioration individuelle, quoi. Le but, c'est pas de faire du développement personnel, mais d'arriver à élaborer des idées politiques, un plan d'action, réfléchir à comment on change les choses et comment on change les choses pour la majorité des gens et pas juste pour les quelques soignantes qui discutent ensemble. Et donc c'est pour ça que l'association, je pense, est apparue comme le meilleur moyen
Donc, pour une meuf, ça veut dire pour une médecine engagée, unie et féministe. Alors, c'est vrai que le jeu de mots nous plaisait bien, mais il y avait quand même l'envie et l'axe féministe qui était au cœur de la question. Et cette idée d'engagement aussi, voilà, encore une fois, d'avoir une parole portée vers l'extérieur et pas simplement vers soi pour savoir comment soi-même être un meilleur soignant. Ce qui nous préoccupe, bien sûr, mais il y a l'envie quand même d'autres choses, d'au-delà de ça, de changer un peu la médecine de manière plus générale. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement ces 2 axes très importants sur lesquels vous travaillez ? En quoi est-ce qu'ils consistent ? Donc en effet, il y a un peu ces 2 idées. Donc d'abord la partie soutien aux soignants et aux étudiantes qui peuvent subir du harcèlement et du sexisme, notamment pendant leurs études, et ensuite dans leur pratique, dans l'exercice de leur profession. Donc là, c'est plutôt du coup pouvoir soutenir les personnes qui nous contactent, entre adhérents et adhérentes, élaborer des peut-être protocole ou mieux savoir auprès de qui, par exemple, dans les universités, on peut se plaindre, quels sont les différents recours qu'on peut avoir, quelles sont les expériences qui ont été concluantes ou non, pouvoir repérer aussi éventuellement des universités où il y a des problèmes récurrents et voilà, un peu avoir une image un peu plus claire du paysage en termes de harcèlement. Donc ça, c'est pour la partie plutôt harcèlement envers les soignantes et les étudiantes. C'est aussi pouvoir intervenir auprès de nos pairs, donc auprès des autres professionnels de santé, pour expliquer qu'est-ce que c'est en fait le harcèlement sexiste envers les étudiantes, qu'est-ce qui est en fait pas possible de faire, parce que parfois en fait c'est pas si clair que ça, on se rend compte. Et aussi pouvoir intervenir auprès des étudiantes en soins, en santé, pour expliquer comment on peut identifier, réagir, se défendre envers ces formes diverses de harcèlement. Pour la deuxième partie, on réfléchit plutôt à la façon dont le sexisme agit sur les patientes et dans la relation de soins, puisque le constat qu'on a, c'est que les différents axes de domination qui traversent la société, en fait, la médecine et le soin n'en sont pas exempts et que donc on va retrouver dans les soins des dynamiques sexistes, racistes, homophobes, validistes. Et donc, nous, notre idée plus précisément, c'est de s'intéresser à l'oppression sexiste et donc de réfléchir à comment ça s'exprime aujourd'hui dans la médecine, d'où ça vient et comment on fait pour un peu pas s'extraire de ça, mais peut-être le prendre en compte et parfois s'en défendre, soutenir les patientes et aussi alerter sur le fait que y a beaucoup de soignants qui reproduisent ces dominations. Alors là, vous parlez de la médecine en général et moi, ce qui m'intéresse quand même particulièrement, c'est sur la gynécologie. C'est un pôle qui est très représenté dans votre association et dont on parle beaucoup dans les médias en général. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que c'est un enjeu aussi fort aujourd'hui et pourquoi les violences obstétricales, d'où ça vient? Est-ce que justement vous arrivez à identifier via l'association toutes les problématiques liées autour et de la maternité mais aussi du corps de la femme? Alors en effet, je pense que la gynécologie, elle est particulièrement représentative du patriarcat finalement, parce que c'est une médecine qui s'intéresse spécifiquement au corps des femmes et qui donc, dès le départ, en fait, attribue au corps des femmes certaines spécificités et le pathologise. Puisqu'on ne demande pas, par exemple, aux jeunes hommes, à partir de quand ils entrent dans leur vie sexuelle, de consulter un médecin spécifiquement pour parler de santé sexuelle, par exemple, ou de contraception. Alors que ça paraît évident que pour les jeunes filles, ça va être un conseil qu'on va leur donner. Donc il y a quelque chose de très spécifique qui se joue ici. Et en fait, c'est aussi lié à la naissance de la gynécologie, puisque c'est une discipline qui naît au moment où... je ne suis pas historienne, mais c'est une discipline qui naît au moment où, en fait, la médecine émerge en tant que profession. Et pour ce qui est des problèmes, on va dire, de santé féminine, c'était déjà pris en charge, en fait, par des femmes, des soigneuses qui avaient plusieurs appellations, notamment dans les campagnes et dans les villages, et qui avaient une science assez précise, qui connaissaient des herbes, qui savaient donner naissance, aider les femmes à donner naissance, gérer la question de fertilité, éviter une grossesse ou la favoriser.
Et donc, quand la gynécologie naît, finalement, elle vient confisquer ce savoir aux femmes et reprendre tout d'un coup du pouvoir sur ces sujets-là. Donc on voit que déjà, en fait, dans la façon dont la discipline est née, elle porte en fait en elle ces éléments-là. Et on peut parler aussi du racisme de la gynécologie, puisque le médecin qui est considéré comme le père de la gynécologie, il s'appelle Jim Marion Sims, c'est un Américain, et quand il commence à exercer, en fait, il s'entraîne, si on peut dire, sur des femmes qui ont été des femmes noires, esclavagisées. Il pratique sur elles un grand nombre d'opérations sans anesthésie générale pour ensuite ouvrir une clinique destinée aux femmes blanches pour lequel il va pratiquer les mêmes opérations mais sous anesthésie générale. Donc en fait, quand la discipline elle naît, quand la discipline elle naît comme ça, c'est pas étonnant en fait qu'elle emporte encore des stigmates aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, on accepte de plus en plus ce constat, notamment parce que la multiplication des témoignages de violences gynécologiques, obstétricales, sexistes et racistes sont de plus en plus difficiles à éviter. Nous, de point de vue de personnes soignées et lambda, on a aussi la sensation que c'est tabou de parler de ces violences obstétricales et qu'il y a une faible remise en question de la part du corps médical là-dessus. Comment est-ce que toi, en tant que soignante et avec tes collègues gynécologiques, vous le percevez ? Est-ce que c'est une réalité ? Ah oui, c'est une réalité. Et puis je pense que ça a été vraiment un des moteurs aussi, finalement, de la création de l'association. C'était le fait qu'on constatait que la seule réponse des soignants face à ces témoignages édifiants, c'était une victimisation, en fait, un retournement de situation avec beaucoup de soignants qui se disaient victimes de la violence symbolique finalement des patientes, qui a crié au gynéco-bashing et je pense que c'est vraiment ça a été assez insupportable pour un certain nombre d'entre nous et que ça a été vraiment un moteur et ça nous a donné envie justement de dire en fait il y a un autre discours possible qui est pas dans la stigmatisation. Enfin, l'idée c'est pas de dire, c'est pas de se flageller, de dire on est des mauvais soignants, on est des mauvais médecins. C'est pas ça. C'est de dire en fait on est encore une fois on n'est pas exempt. On vit dans une société qui est sexiste, qui est raciste. On reçoit un enseignement en plus sexiste, raciste. Donc en fait c'est difficile. Ça demande du travail. Et c'est ce travail-là qu'on veut faire, ça demande du travail, de réfléchir à comment on fait pour arrêter, en fait. Et prendre en compte la parole des femmes. Et prendre en compte la parole des femmes, absolument. Tu l'as mentionné plusieurs fois, dans vos études, il y a déjà un sexisme et un patriarcat imprégné. Certaines étudiantes, peu importe le pôle de santé, en sont victimes. Vous avez réussi à identifier là où c'est le plus frappant, enfin, dans quel discours, dans quelle discipline peut-être, où est-ce qu'il faut aller au plus pressé, au plus urgent, où c'est très subtil, parce qu'on le sait tous, c'est compliqué, hein, ce genre de choses, c'est des biais. Et c'est quoi le constat que vous avez fait pour l'instant ? Je pense que c'est difficile, en effet. Si on avait réussi à identifier un truc qui pêchait, ça serait facile de le modifier. Effectivement, c'est très diffus, je pense. Je pense qu'il y a... on en discutait un petit peu, la médecine et les professions de santé, c'est des professions très corporatistes. Et du coup, ça empêche quand même beaucoup la remise en question. C'est des professions aussi où on est beaucoup formé par nos pairs, c'est-à-dire que les enseignants en médecine, ce sont des médecins. Ensuite, dans les lieux de stage, en fait, on retrouve les mêmes personnes dans les lieux de stage et à l'université, les PUPH. Du coup, il y a ce truc c'est très difficile de s'extraire de cet enseignement majoritaire. Je pense que ça, c'est un des enjeux, un des leviers. On n'a pas beaucoup plus de pistes. Mais vous commencez ce travail justement pour voir où ça en est. Dans un épisode précédent, j'ai interviewé le docteur Fatimata Diagana, qui est médecin de PMI et qui disait qu'elle-même, en tant que médecin, elle avait du mal à tenir un discours féministe et aussi engagé auprès de ses consoeurs, confrères, parce qu'il y a véritablement un double discours et que le chemin il est long et qu'elle veut pas prendre la peine parfois de le faire. Est-ce que toi aussi tu fais ce constat que c'est difficile
en dehors de l'association, puisque je pense que c'est des gens convaincus d'avoir ce discours-là avec tes pairs. Ouais, tout à fait, je me retrouve dans ça. Et je pense qu'on est nombreuses à se retrouver dans ça. C'est-à-dire que... Et c'est aussi pour ça que l'association, ça nous offre un espace. C'est aussi une source de soulagement, se retrouver entre personnes auprès de qui on peut avoir un discours engagé, réfléchir, avancer dans notre réflexion. Moi, parfois, j'ai un peu cette impression de dissonance cognitive entre un discours très, très engagé, très radical qu'on peut porter au sein de l'association et la façon dont je peux réagir et interagir avec mes collègues à l'hôpital ou dans ma pratique, tout en essayant quand même d'avancer, de faire progresser, de faire naître des interrogations, mais c'est beaucoup plus difficile d'être aussi affirmatif que je peux l'être, parce qu'il y a des systèmes de hiérarchie à l'hôpital notamment, parfois on est dans des positions précaires. Donc, moi je suis orthophoniste, je travaille à l'hôpital, je suis pas fonctionnaire en fait, j'ai des petits contrats, je suis vraiment pas tout en bas de l'échelle, non, mais mon poste ma position est quand même précaire. Donc il y a des enjeux de pouvoir qui font qu'on se sent pas toujours en mesure de porter un discours aussi affirmé, et puis que en fait quand on commence à défendre le droit des patients et des patientes, on s'aperçoit que c'est très difficile pour certains soignants d'accepter, de remettre en cause leur façon de penser, et ça provoque des réactions de défense assez fortes. Pendant le Covid, je pense que ça a mis en lumière, en tout cas dans le pôle maternité, naissance, tous les travers qu'il pouvait y avoir, puisque d'un coup la femme se retrouvait seule sans le papa. Tu penses que le Covid, finalement, ça a aidé à mettre ça en lumière et pouvoir porter ce discours de manière plus forte, puisqu'on en a parlé dans les médias, ou ça reste encore une fois quelque chose de tabou? Malheureusement, je crains que ça ait fait plus de dégâts, dans le sens où je suis pas sûre que un peu la médiatisation qu'il y a pu avoir autour des enjeux soit suffisamment forte pour compenser le fait que ça a mis en difficulté un peu tout le système de santé. Et on l'a vu, il y a eu un espèce au tout début notamment, les premières semaines de confinement, d'admiration envers les soignants, avec un discours politique qui a pu dire oui, on va soutenir, on va donner des primes, on va revaloriser, on va diminuer le nombre de lits. Et en fait, avant même la fin du confinement, on a vu que le discours avait à nouveau complètement changé. Aujourd'hui, de manière générale, le système de santé vraiment est en mauvaise santé. Je pense que toutes les mesures qui sont prises vont pas du tout dans le bon sens. Et alors, que ça soit à des niveaux plus petits, précis comme le pôle maternité, mais de manière plus générale, l'organisation de la santé est quand même assez dramatique. Le fait que ça soit... que l'accès à l'hôpital soit compliqué, qu'il y ait peu de lits, que les soignants sont toujours en train de réfléchir à où est-ce qu'on va mettre telle personne, que les professions le plus en contact, les aides-soignantes, les infirmiers notamment, ne soient pas du tout entendues dans leurs revendications de conditions de travail meilleures. Et on ne parle pas forcément de rémunération, même si la rémunération est importante. C'est tout simplement les conditions de travail, l'argent qui est dédié dans les services, le fait de pouvoir prendre le temps avec les patients. Ça ne veut pas dire que si chaque soignant avait plus de temps, il n'y aurait pas de violence. Ça ne veut pas dire ça, mais c'est forcément un levier aussi pour améliorer on le sait, une sage-femme qui gère 3 femmes en train d'accoucher, c'est pas idéal pour personne, ni pour la sage-femme, ni pour les trois futures mamans, évidemment. Toi, personnellement, donc, on l'a dit, tu es orthophoniste, donc j'imagine que tu es amenée à avoir beaucoup d'enfants et de parents. Est-ce que le fait de participer à l'association, ça t'a aidé dans ta pratique, ça a déconstruit des choses, ça t'a appris des choses que tu peux nous raconter? Oui, alors c'est vrai que tu le disais, l'association au tout début, elle s'est beaucoup intéressée à la gynécologie, ce qui est assez éloigné de mon champ d'exercice. Mais oui, c'est très enrichissant parce que ça permet d'avoir une posture beaucoup plus réflexive et d'appliquer un petit peu ce qu'on revendique dans la gynécologie à d'autres domaines. Donc demander le consentement des patients, qu'il s'agisse d'enfants ou d'adultes, s'adresser directement à eux, adapter notre discours de façon à ce qu'il soit compréhensible par tous. C'est quand même... c'est des choses, encore une fois, qu'on peut tirer des constats qu'on fait
pour la gynécologie et l'obstétrique est appliqué dans toutes les autres disciplines. Aussi, redonner le choix aux parents et aux enfants, c'est-à-dire proposer un acte, proposer une façon de rééduquer, une stratégie. Ça ne doit pas être on fait comme ça ou on fait rien. Ça doit être voilà, moi je travaille de telle façon, ce que je vous propose c'est qu'on fasse ça ensemble. Et il faut que, moi je pense que pour que ça soit efficace et pour que ça marche, il faut que les parents et l'enfant soient partants dans ce projet. C'est ce qui va garantir qu'il y ait une bonne observance du traitement, une bonne implication, qu'il y ait une régularité, souvent en orthophonie et ça dure plusieurs séances, voire plusieurs mois. Donc en fait, ça m'a permis de vraiment repenser à la façon dont je propose mes savoirs, mes techniques, de manière à ce que tout le monde puisse se les approprier. C'est vrai que c'est un constat, alors je ne pointe pas du doigt en disant que c'est systématique, c'est pas vrai, mais que les parents font, que parfois ils ne sont pas entendus par le soignant et qu'on ne prend pas en considération leur enfant. Ça, tu l'expliquerais dans la manière dont on vous enseigne la médecine ou aux soignants en général, ou c'est très personnel à chaque soignant? En fait, je crois que juste, c'est pas enseigner ça. C'est-à-dire que, en fait, dans mon expérience en tout cas, j'ai pas été formée il y a si longtemps que ça, il y a eu très peu de cours ou d'attention portée à qu'est-ce que ça peut être la relation thérapeutique. Qu'est-ce que ça peut être Oui, c'est ça, la relation thérapeutique, l'éthique du soin en fait. Moi, j'ai pas eu de cours sur l'éthique du soin. Et à un autre degré, j'ai pas eu de cours sur le système de santé, comment ça marche, le remboursement, l'histoire de la sécurité sociale. Ça paraît anecdotique, mais en fait, ça montre aussi comment, en ne l'enseignant pas, en ne donnant pas les bases, ça permet toutes les interprétations et ça permet toutes les dérives aussi possibles et les incompréhensions possibles. Donc, moi, c'était juste absent. Donc après, je pense que voilà, chacun le fait selon sa sensibilité, ses expériences. Il y a aussi quand même des rencontres. On fait des stages auprès d'autres professionnels qui ont leur manière de faire et je pense qu'ils peuvent influencer grandement la façon dont on va exercer ensuite. Donc toi, tu veux dire que tu as eu des bons... Moi, je pense que j'ai eu des maîtres de stage qui m'ont appris certaines choses, mais je pense aussi vraiment beaucoup que l'association ait transposé ces sujets à d'autres façons de faire et m'interroger moi en tant que patiente sur ce que j'attendais des soignants. Parce qu'en fait, quand même, souvent en tant que soignant, professionnel de santé, on oublie qu'il y a des situations où on est confronté à d'autres professionnels de santé. Où tu es patiente. Où on est patiente. Et donc, pouvoir appliquer ce que j'attendais moi des soignants à comment moi j'étais en tant que soignante, ça a beaucoup changé ma posture. Et c'est un work in progress. Hein. Alors c'est exactement ça. On ne demande pas évidemment à ce que tout le monde chemine en même temps, au même moment. On vient tous avec nos propres biais, en fonction de comment on a été élevé, de l'environnement qu'on a eu, les études qu'on a faites. Comment vous faites à l'association pour déconstruire les biais? Vous faites des formations. Raconte-nous un peu ce que vous proposez. Puisque ce n'est pas les études de médecine qui la proposent, c'est vous. Comment ça s'articule? Donc, on propose d'abord, nous, aujourd'hui, on estime qu'on a acquéri un peu de savoir-faire, on va dire. Donc, on propose des ateliers, on propose d'animer des ateliers autour de différents sujets. Par exemple, on en parlait tout à l'heure, le harcèlement, donc là, par exemple, qui est ouvert à tous les soignants. Des ateliers ouverts que à des femmes sur le harcèlement sexiste, sur comment y réagir. On propose aux soignants également des formations sur qu'est-ce que c'est les violences obstétricales. Notre idée, c'est aussi de dire qu'en tant que professionnel de santé, on va peut-être pouvoir avoir un discours qui sera mieux entendu par les autres professionnels de santé, puisqu'on le disait, c'est une profession très corporatiste. Et il y a cette espèce de dédain des patientes et des associations de patientes parfois. Pas par tout le monde, mais par un certain nombre de personnes. Donc, on essaye aussi un petit peu d'être le petit intrus là, qui a l'étiquette soignant, mais qui porte un discours un peu différent. Donc, on propose aussi, on a aussi mis au point un atelier sur comment avoir une pratique peut-être bienveillante en gynécologie. Et donc ça, c'est des formations qu'on propose aux soignants et aux professionnels de santé. Pour continuer, nous, à travailler sur ces sujets, à y réfléchir et à diffuser d'autres façons de voir les choses, on fait appel aussi à des intervenants extérieurs qui vont pouvoir parler de problématiques spécifiques. Par exemple,
On reçoit des formations sur la grossophobie ou les violences que subissent les personnes intersexes, sur le racisme en santé. Et donc, c'est des formations ouvertes à nos adhérents, mais aussi à tout le monde. Et où là, voilà, on va essayer de bénéficier du savoir d'autres personnes, souvent de personnes concernées par ces discriminations, pour remettre en question nos propres préjugés, biais. Donc, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, tout à fait. Dans l'association. Est-ce qu'il y a des hommes dans cette association ? Oui, il y a des hommes. Alors, c'est une association mixte, donc il y a moins d'hommes. On est 70 adhérentes et il y a moins d'une dizaine d'hommes. Donc, pas de problème, il y a des hommes. On se réserve le droit de faire certaines choses en non-mixité si ça nous semble nécessaire. Jusqu'à présent, ça n'a pas été nécessaire. C'est une association où il y a une majorité de médecins généralistes, mais qui n'est pas réservée qu'aux médecins, puisque donc, moi je suis orthophoniste, il y a pas mal d'étudiants en médecine générale, il y a des médecins d'autres disciplines, il y a des infirmières, des psychologues, des sages-femmes, des ostéopathes. Voilà, notre but, c'est vraiment aussi de ne pas reproduire ce truc du médecin au-dessus des autres et d'avoir une pluridisciplinarité et quelque chose d'horizontal entre les différentes professions de santé. On sait très bien que parfois, c'est l'accueil de la secrétaire médicale qui va être déterminant dans la façon dont le soin va être reçu par la patiente. Donc, c'est important aussi de réfléchir à toutes les petites étapes de la prise en charge de quelqu'un. Ah, tu veux dire que l'accueil de là où le secrétaire, ça peut tout changer. Ça peut tout changer, ouais. Dans le soin après reçu. Oui, parce que parfois c'est la secrétaire qui passe le plus de temps avec la patiente. C'est elle qui peut donner le rendez-vous, expliquer les soins ensuite, donner l'ordonnance parfois. Hein. Le médecin il transmet, puis c'est la secrétaire qui donne. Le secrétaire aussi, non ? Ou le secrétaire, ouais, c'est vrai. C'est un métier, c'est vrai, qui est majoritairement des femmes. Non, mais t'as raison. Le ou la secrétaire. Est-ce que votre association, vous en faites la promotion dans les universités, au sein de vos propres corporations ? Comment est-ce que vous essayez de diffuser cet engagement et d'avoir plus de médecins, enfin de soignants, tu as raison de ne pas dire médecins, plus de soignants qui soient intégrés et qui vous suivent, quoi ? Alors oui, on essaye, c'est un peu notre priorité, hein, c'est d'interpeller en priorité les autres professionnels de santé. On commence un petit peu à être sollicité, notamment par les étudiants souvent, par quelques syndicats aussi, par exemple le syndicat national des jeunes médecins généralistes qui nous a sollicité à plusieurs reprises pour faire des ateliers lors des journées qu'ils organisent. Dans nos propres, autour de nous, hein, on essaye quand même d'en parler. Je pense qu'on a aussi finalement on a publié une série d'articles et il y a quelques articles qui ont bien marché, notamment autour de la gynécologie. Une série d'articles encore et toujours, hein. Ouais, sur comment, quand, qui on doit consulter quand on a besoin d'une consultation en gynécologie, parce qu'on parle souvent du gynécologue, mais aujourd'hui, les sages-femmes et les médecins généralistes font des consultations en gynécologie. Donc ça a bien marché, ça nous a donné pas mal d'écho. On se rend compte aussi quand même qu'on est beaucoup relayé par les associations de patientes, notamment victimes de violences gynécologiques, qu'on est souvent sollicité par elles. Voilà. Donc petit à petit, vous essayez de tisser ce réseau autour de vous. Oui, l'association elle a 3 ans et demi, aujourd'hui on a 70 adhérents. On est plutôt satisfaite, hein. On trouve que ça commence à... Voilà, on commence à rencontrer des gens un peu loin de nous aussi. C'est vrai qu'au début, c'était peut-être des personnes qui se connaissaient, même un peu de loin. Aujourd'hui, on est contacté par des personnes qu'on ne connaît pas du tout. Je pense que c'est aussi la preuve que le message il se diffuse largement et qui répond aussi je pense, aux besoins de certains soignants et soignantes. Alors, il y a en ce moment, mais il y en a tout le temps, hein, des polémiques autour de la santé, mais en ce moment, c'était sur une liste de médecins gynécologues noirs qui pouvaient soigner des patientes racisées, un peu noires. Est-ce que c'est quoi votre position sur ce type de listing ? Est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce qu'on peut... Il y en a qui disent que c'est du sectarisme, comment on dit ? Du communautarisme. Vous, en tant qu'association, comment est-ce que vous vous positionnez, même si on sait tous que
On se donne toujours les bonnes adresses, donc ça existe dans la pratique. Mais un truc officiel, pour vous, comment est-ce que vous le gérez ? Alors nous, on défendra toujours les patients et les patientes qui essayent de ne pas être violentés pendant leur consultation. En fait, c'est la base. Donc, quel que soit le moyen utilisé, on pense que c'est indispensable de les soutenir. Ces accusations de communautarisme, elles sont absurdes. Le communautarisme, il est toujours pointé quand il s'agit des minorités, jamais quand il s'agit des groupes minoritaires. Donc voilà, vraiment, on trouve ça révoltant, ces accusations-là. Aujourd'hui, les listes, notamment pour la gynécologie, elles existent depuis un petit moment. Il y a notamment Ginenco qui a fait un gros travail sur ces questions-là. Donc, on pense que c'est important quand c'est des listes promues par des patients et des patientes. Ça ne garantira jamais, à mon sens, le fait qu'une consultation se passe bien. Parce qu'en fait, voilà, on est des humains aussi en tant que soignants. Il y a une histoire d'affinité entre deux personnes. On n'est pas un soignant égal en tout temps, en toute heure, à tout moment de notre carrière aussi. Ça dépend de la personne qu'on a en face de nous, de la problématique. Donc, à mon avis, on ne peut pas garantir qu'une consultation se passerait bien. Mais on peut quand même un petit peu se préserver ou favoriser le fait que ça se passe bien. C'est-à-dire que une fois qu'on a identifié un soignant qui est lesbophobe, par exemple, qui estime qu'une femme qui a des relations qu'avec des femmes, c'est une femme vierge, c'est sûr que ça va pas bien se passer la consultation. Donc, par ailleurs, comme il est interdit de faire de la diffamation et d'indiquer qui sont les mauvais soignants, la seule alternative qui reste, c'est de pouvoir pointer les soignants dont on pense que ça va bien se passer, ou qui sont formés, ou qui sont eux-mêmes noirs, ou femmes, ou... concernés par la problématique. Parce que sur votre site, c'est bien écrit que si on cherche une liste, c'est pas ici qu'il faut s'adresser, quoi, en gros. Nous, on a choisi de pas donner de nom et de pas diffuser de liste. C'est une question qui nous est souvent demandée, hein. Parce que, parce qu'on pense que c'est pas parce qu'on adhère à Pour une meuf, par exemple, que c'est garanti qu'on est une personne qui n'est pas violente pendant ses consultations, ou qui ne peut pas l'être à un moment donné. Et on pense que c'est pas à nous, soignants, d'établir le standard de qu'est-ce que c'est un bon soignant et un bon médecin. Et ça, c'est hyper important aussi, je pense. Il nous semble important que ça soit aux patients de définir qu'est-ce que c'est une consultation qui s'est bien passée, et pas aux médecins ou aux soignants. Ah, et donc ce serait toujours du point de vue du patient. Donc les listes que les patients font sont nécessaires, sont vitales, parce que c'est de leur propre expérience. Et à mon avis, elles sont plus pertinentes. Alors après, on en discutait, toi et moi, en préparant ce podcast. Le vrai souci, ce sont les zones qu'on dit blanches, les zones rurales, ou les zones où il n'y a pas de choix. Puisque, comme tu dis, c'est une relation humaine. Moi, je peux bien m'entendre avec une sage-femme, et ma copine, ça ne sera pas le cas. Mais quand on a le choix, tout va bien. Et c'est pas le cas partout. Est-ce que ça aussi, ça fait partie des problématiques qu'il faut régler, et que l'association on peut rien faire là? C'est compliqué, j'imagine. Alors effectivement, c'est la deuxième limite au fait d'établir des listes, c'est que si personne n'a renseigné un soignant chouette dans sa région, on est bien embêté. Et c'est pour ça que je pense que les listes, c'est une action aujourd'hui, maintenant, pour éviter des violences, mais que ça peut pas être un mode de fonctionnement, ça peut pas être ce vers quoi on tend. Ce vers quoi on tend, c'est que tous les soignants puissent donner des soins humains en respectant les personnes, leurs valeurs, leur façon de faire, leur personnalité, leur identité. Et puis aussi des soins au goût du jour, hein, parce qu'il y a ça aussi. Mais donc c'est une limite. Pour une meuf, on ne s'est pas fixé l'objectif de résoudre le problème de la démographie et des déserts médicaux. Ça en fait partie, j'imagine. Mais en fait, c'est sûr que quand on réfléchit de manière plus générale à l'organisation de la santé, on touche à ces problèmes-là. Par exemple, juste au fait d'établir les médecins comme ces espèces de super experts qui doivent faire 10 ans d'études, mais de limiter le numerus clausus, et de leur donner un certain nombre de compétences que d'autres professionnels n'ont pas, ça, par exemple, ça pose un problème.
Les sages-femmes se battent beaucoup pour avoir de plus en plus de compétences. Maintenant, effectivement, elles peuvent notamment prescrire des contraceptions, réaliser des IVG. Je pense que c'est voilà, un des leviers aussi qu'on peut utiliser, donner plus de compétences à des soignants qui ne sont pas des médecins, de manière à ce qu'il y ait un certain nombre d'actes ou de prescriptions qu'ils puissent faire, que ce ne soit pas réservé au seul médecin. Après, voilà, ça touche, je pense, à des problèmes d'organisation plus générales, puisque, comme d'habitude, ça touche à la décentralisation des services administratifs, à la fermeture des écoles, des commerces. Enfin, voilà, c'est un problème général vaste à la société. Dans ce podcast, on parle évidemment beaucoup de maternité et d'éducation autour de l'enfance. Est-ce que dans votre association Pour une meuf, il y a une orientation spécifique par rapport à la maternité? Je parle, il n'y a pas que les violences gynéco, il y a le fait que la dépression postpartum, c'est quelque chose qui touche beaucoup les femmes et auquel les soignants sont peu préparés, ou en tout cas on est très mal suivi. Est-ce que ça fait partie des pistes, puisque c'est évidemment très féminin, puisque c'est lié à la maternité, ou c'est plus général encore, vous restez sur la gynécologie pure? Alors non, j'espère qu'on ne reste pas sur la gynécologie pure. On essaye aussi, je pense que c'est important de déconstruire l'idée, disons qu'on essaie d'avoir une vision globale. Et on a beaucoup travaillé sur aussi l'accès à l'IVG, sur la question de la PMA et sur la question de manière générale de qu'est-ce que ça peut être le parcours d'une femme. Notamment aussi, par exemple, l'idée qu'en fait, une femme, c'est pas forcément une femme cis, donc ça peut être aussi une femme trans. Et de déconstruire un peu toutes ces idées-là. Et je pense que si on commence à s'attaquer à ça, on s'aperçoit, par exemple, pour le postpartum, alors je veux pas faire une généralité, mais si on le prend d'un point de vue plus global, je pense que ça interroge sur l'organisation de la famille, qui est souvent hétéro, qui est souvent isolée, qui vit individuellement, et qui laisse du coup les femmes souvent seules, en fait, face à leur maternité. Je pense aussi que ça touche à la représentation qu'on a de... Donc une femme qui est une mère, qui est une bonne mère, qui est le parent principal, celui qui doit être le premier provider. Et je pense que en s'intéressant à toutes ces notions-là, on s'intéresse aussi à comment on peut vivre plus sereinement la maternité ou la non-maternité. Oui, bien sûr. Mais dans le parcours des soignants... pour toutes les nouvelles mamans ou mères, on a bien toute conscience qu'on fait beaucoup de rendez-vous pour nos nourrissons avec des pédiatres, pas toujours ni bienveillants ni formés à quoi que ce soit d'ailleurs en fonction de la mère, mais que pour nous les mères, il n'y a pas grand-chose qui est mis en place. Est-ce que ça, les gynécologues qui font partie de Pour une meuf en ont conscience? Qu'est-ce que vous y avez déjà réfléchi ou pas du tout? Alors là, j'ai pas en tête de sujet spécifique, tu vois, à ce sujet-là. Je vous donne des pistes faciles. Ouais, c'est intéressant. Je pense qu'on touche aussi à cette espèce de double discours de la société de manière générale, de promouvoir ce statut de mère, sans qu'en fait derrière il y ait vraiment d'infrastructures ou de choses. Ou alors on tombe dans un truc très jugeant. Je sais que par exemple les PMI peuvent être des endroits très soutenants, mais aussi des endroits très jugeants, qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui disent que quand on est une femme, par exemple, porteuse d'un handicap, on peut très vite avoir peur des services sociaux. Donc je pense que ça touche aussi à cette espèce d'ambivalence qu'on peut avoir envers la figure de la mère. Oui, donc c'est un vaste... comme tu dis, encore une fois, c'est sociétal, tout ça, donc c'est intéressant. Toi, en tant qu'orthophoniste, est-ce que je sais que tu t'occupes beaucoup des enfants qui ont des troubles autistiques. Est-ce que là aussi... dans la façon d'appréhender et pour les parents et pour les enfants, vous êtes formés de manière à recevoir ces troubles de manière la moins jugeante possible. Je ne sais pas comment te dire, mais je pense qu'il y a beaucoup de parents qui sont confrontés dans leur parcours ils mettent du temps à trouver ce qu'il y a parce qu'on ne les écoute pas. Toi qui es confronté, comment est-ce que tu le vis ? Alors, sur le sujet de l'autisme, c'est un sujet lourd parce qu'on sait que la psychanalyse a fait quand même pas mal de dégâts sur l'idée que c'est à cause des mères que les enfants sont autistes. Et c'est encore très présent dans certains
endroits, dans certaines institutions, auprès de certains médecins. Donc, c'est un lourd sujet. Je pense notamment, cela dit, que maintenant, si on s'intéresse à la littérature, on ne peut pas reproduire ces schémas-là. Il y a de plus en plus de programmes qui sont mis en avant, qui sont des programmes justement d'implication des parents dans la communication avec leur enfant, avec justement une formation, et puis l'idée que en fait le parent, c'est lui qui va passer le plus de temps avec l'enfant. Donc si on veut avoir un effet sur la façon dont la communication notamment se développe pour cet enfant, il faut que les parents ils soient moteurs là-dedans en fait. Il faut qu'ils soient impliqués, il faut qu'ils sachent comment favoriser l'émergence du langage, comment mieux s'exprimer de manière à être compris par leur enfant, comment favoriser les interactions. Et ça, si on suit la littérature, c'est quand même un domaine où c'est de plus en plus promu. La guidance parentale, des programmes de formation parentale, c'est de plus en plus promu. Mais encore une fois, on se heurte quand même à une culture très... où on remet la faute sur les mères en particulier, sans donner de clé en plus. Et en disant juste, c'est à cause de vous, ou c'est parce que vous étiez déprimé pendant la grossesse, ou c'est parce que vous portez le voile. On l'a entendu aussi. Donc ça existe encore et c'est très très violent. J'espère que ça va tendre à diminuer. Alors tu viens de soulever un problème dont on a peu parlé, c'est le racisme dans la culture soignante. Est-ce que c'est une vraie culture ? Est-ce que ce discours également, il est entendable en France, puisqu'on en parle beaucoup, on sait qu'il n'y a pas de statistiques, on sait que c'est très compliqué de faire valoir qu'il peut y avoir une discrimination liée à l'origine. Là aussi, vous œuvrez au sein de l'association pour faire changer les regards sur ça et faire plutôt ouvrir les yeux aux gens, parce que parfois on ne s'en rend même pas compte. On essaie d'être très attentif à ces questions-là, de développer un discours qui vient légitimer la parole des patients et des patientes, de faire des ponts avec l'histoire, de se former nous-mêmes à ces questions-là. Tu l'as dit, c'est très difficile en France en ce moment. Il y a des mouvements un peu de backlash finalement. On a eu un peu en lien avec ce qui s'est passé aux États-Unis, des grosses manifestations inspirées par Black Lives Matter, notamment avec Assa Traoré qui a beaucoup mobilisé des gens par rapport à l'assassinat policier de son frère. Et puis là, on a ce retour un peu avec cette histoire de communautarisme des patients qui veulent juste être bien traités par les... Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on est toujours dans un espèce de balancier et je sais pas trop, au final, si la balance, elle va dans le bon sens ou pas. À notre échelle, on essaye de mettre en avant ça, encore une fois, de légitimer, dans le sens légitimer, parce qu'on sait qu'encore une fois, la parole de soignant parfois peut être mieux entendue que celle de soignant, donc d'apporter notre voix et d'encourager les gens qui se battent. C'est encore un vrai souci et je sais que le docteur Fatima Diagana disait que dans ses études, c'est pas des choses abordées, qu'il y a des clichés très forts imprégnés. Est-ce que toi aussi, dans tes études, tu as ressenti ça en orthophonie puisque on parle du langage. J'en ai fait des épisodes avec des mamans qui ont été élevées dans d'autres langues et à qui on a dit qu'il fallait pas parler d'autres langues parce que ça retarde. Aujourd'hui, tu peux le dire. C'est bien. C'est faux. Oui, aujourd'hui, alors, effectivement, je pense que c'est un truc super important que moi j'ai constaté au cours de mes études. Alors déjà, moi, quand je l'ai fait, c'était un peu remis en question. Donc pendant longtemps, on a dit aux parents qu'il fallait pas parler leur langue maternelle. Encore que ça dépend de la langue. On est d'accord. Puisqu'il y a cette idée il y a cette idée quand même qu'il y a des langues nobles, où il y a des langues qui ne porteraient pas préjudice à l'enfant ou à son développement langagier, et d'autres, finalement, ça serait pas vraiment une langue. Je pense que ça repose un peu sur l'idée que finalement, c'est pas vraiment une langue. Donc aujourd'hui, les études montrent que le mieux pour un enfant, c'est que son parent s'adresse à lui dans sa langue maternelle, dans la langue avec laquelle il est le plus confortable, et que c'est ça qui va permettre d'établir un système langagier stable, fixe et transposable à d'autres langues, en fait.
et que si on a une bonne assise dans cette langue maternelle, on va pouvoir plus facilement intégrer des nouvelles langues, et quel que soit l'âge à laquelle on l'intègre, hein. Je parle d'un enfant qui naîtrait en France aujourd'hui et dont le parent serait bilingue, par exemple, ou trilingue, comme d'un enfant qui arriverait à 4, 5, 6, 10 ans. Si la langue maternelle, la première langue, est bien stable, bien connue, alors c'est beaucoup plus facile d'en apprendre une nouvelle langue. Et ça déconstruit tous les mythes de ne parlez pas de plusieurs langues à vos enfants, ça les Absolument. empêche d'apprendre le français. Et on sait aussi que, en fait, par exemple, il y a une pratique linguistique, le switching, le fait de passer d'une langue à l'autre. En fait, ça, c'est une compétence assez élaborée. C'est quelqu'un qui arrive à faire ça, qui passe facilement d'une langue à l'autre. C'est quelqu'un qui maîtrise très bien le système linguistique, qui a une aisance dans les deux langues. Et donc, c'est pas du tout un truc à déconseiller ou dangereux, en fait. Ouais. Mais ça fait partie des biais intégrés chez les soignants et qui a pu sûrement causer des dégâts chez les parents parce qu'on leur a dit arrêtez de parler votre langue. Alors chez les soignants, chez les instituteurs et institutrices aussi, par exemple, ou juste dans l'imaginaire un peu collectif. Ouais. Et donc, même si c'est pas du tout le sujet, mais tu peux nous rassurer, un enfant qui baigne dans un bilinguisme, s'il met plus de temps à commencer à parler, c'est pas grave, c'est qu'il est en train de traiter les informations. Tu peux confirmer que ça... Alors, explique-nous. Disons qu'un enfant qui... De toute façon, si vous avez un doute, si vraiment vous êtes inquiet sur le développement langagier de votre enfant, allez voir un ou une orthophoniste. On n'est jamais trop jeune pour aller voir un orthophoniste. On peut intervenir chez les bébés, pas pour le développement du langage, mais pour des troubles d'oralité ou moteur. Donc, il n'y a pas de... Si votre médecin vous dit « votre enfant n'a pas 3 ans, vous ne pouvez pas aller voir une orthophoniste », c'est faux. Donc, si vraiment vous êtes inquiet, demandez une ordonnance à votre médecin. L'orthophonie, c'est remboursé à 100%. Parfois, en plus, ça peut prendre un peu de temps à avoir un rendez-vous. Donc, franchement, discutez-en avec votre médecin et allez faire un bilan si vous êtes inquiet. Cela dit, quand on est un enfant et qu'on apprend plusieurs langues en même temps, simultanément, ce qu'on constate souvent, c'est que le stock de mots, le stock lexical, en fait, il est divisé dans les deux langues. C'est-à-dire que l'enfant, il ne va pas connaître, par exemple, 100 mots en français et 100 mots en arabe. Il va pas connaître les mêmes 100 mots en français et les mêmes 100 mots en arabe. Il va connaître, par exemple, certains mots en français et d'autres en arabe, parce que ça dépend de comment on lui parle, de quoi on lui parle dans ces deux langues. Et donc, si par exemple, on attend qu'un enfant ait un stock fini de 100 mots, si c'est un enfant bilingue, il va en avoir 50 dans une langue et 50 dans une autre. Donc, on va peut-être avoir l'impression qu'il connaît moins de mots, mais en fait, non, c'est juste qu'on ne les interroge pas forcément dans les deux langues. Donc, parfois, le développement du lexique, du nombre de mots connus, peut sembler un peu en retard par rapport à un enfant qui n'a qu'une seule langue. En principe, la structure de la langue, la grammaire ou le nombre de mots associés en même temps, lui, il ne change pas trop. La facilité à prononcer des mots aussi ne change pas trop. Ça, c'est un peu un truc généraliste que je fais. Et voilà. Mais en tout cas, c'est plutôt très encourageant pour un enfant et aujourd'hui, c'est valorisé en fait. Mais en fait, c'est super. Enfin, en vrai, moi, j'ai appris qu'une seule langue quand j'étais enfant et je regrette. Enfin, je pense que il faut vraiment valoriser le fait d'avoir une seconde langue, qu'on la parle ou pas, parce qu'il y a aussi beaucoup de familles où la langue est entendue, mais on n'incite pas forcément l'enfant à en parler. Il faut aussi réfléchir à c'est quoi notre projet, en fait, en tant que parent. C'est une bonne question à poser aux parents. C'est quoi votre projet ? Est-ce que vous avez envie que votre enfant il parle votre langue maternelle ou votre deuxième langue ? Si oui, en fait, il va falloir réfléchir aussi à la proposer sous plein de formes, parce que par exemple, la langue, si on parle une langue seulement à la maison, on ne va pas la maîtriser de manière aussi riche que si c'est une langue qu'on peut parler aussi avec d'autres copains, qu'on peut parler de manière universitaire, à l'école, la lire, l'écrire. Donc il faut aussi réfléchir à c'est quoi mon projet ? Est-ce que j'ai envie que mon enfant, je puisse moi lui parler dans cette autre langue ? Ou est-ce que j'ai envie qu'il la maîtrise ? Est-ce que j'ai envie qu'il puisse l'écrire ? Est-ce que j'ai envie qu'il puisse la parler lui-même et la transmettre à d'autres personnes ? Ouais, c'est aussi de redonner le choix aux parents et lui proposer de réfléchir à quel est son projet. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. C'est pas du tout la même chose au final. Non. Si on apprend que on va faire les courses, on va manger. Et oui, si on apprend que les termes familiers du quotidien de la maison. En fait. Oui.
Ou si, effectivement, comme tu dis, niveau universitaire, ou en fonction des alphabets aussi, de la lire ou de l'écrire, c'est pas la même chose. Alors, pour l'association Pour une meuf, si on termine, c'est quoi les objectifs pour l'année 2021 ? Est-ce que c'est d'avoir beaucoup plus d'adhérents ou finalement d'avoir un écho plus fort auprès de tous les professionnels de santé ? Les deux. Notre objectif, c'est oui, d'avoir plus d'adhérents, je pense, mais on a envie d'adhérents aussi qui sont mobilisés, qui soient capables de développer... l'idée, c'est pas d'avoir des adhérents forcément fantômes, quoi. C'est ça que je veux dire. Ça serait effectivement plutôt les objectifs qu'on s'est fixés, c'est de pouvoir intervenir le plus possible auprès des autres soignants, qu'ils soient adhérents ou non finalement, et donc d'essayer d'intervenir dans les universités, dans les congrès de soignants. Notre objectif c'est ça, c'est de pouvoir que notre parole auprès des autres soignants, elle soit plus accessible et qu'on puisse aller l'amener plus précisément aux personnes à qui on veut l'amener. Et puis je pense aussi qu'on a envie de développer des thèmes en dehors de la gynécologie et de l'obstétrique, même si c'est super important. Notamment en termes de psychiatrie, de pédopsychiatrie. Il y a plein de thèmes en fait, d'autres thèmes à développer. Et pour finir, est-ce que tu sens qu'il y a une réticence ou est-ce qu'on va vers l'avant ? Il y a une réticence et j'espère qu'on va vers l'avant. C'est un beau mot de fin, tu me diras. C'est un beau constat et une ouverture. C'est ça. Donc si jamais vous êtes soignant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent ce podcast qui sont soignants, soignantes, n'hésitez pas à aller faire un tour pour une meuf. On a un super nouveau site pourunemeuf.fr, je sais plus. Je le donnerai, t'inquiète, je le mettrai en lien de toute façon. Et il est très bien fait, c'est vrai. Et j'imagine aussi que vous voulez être plus présent en province, puisque... Oui, alors on l'a pas dit, mais en fait il y a une antenne à Paris, mais il y a aussi une antenne à Toulouse. On fonctionne beaucoup en fait en ligne. On a un outil en ligne qui nous permet de discuter et donc faut pas hésiter à adhérer et à participer à l'association, c'est tout à fait possible même si vous n'êtes ni parisienne ni toulousaine. Mais il faut être soignant ou soignante. Faut être professionnel de santé, ouais. Merci beaucoup Maya. Avec plaisir Clémentine. C'était Maya, orthophoniste et membre de l'association Pour une meuf. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux @lamatrescence. Et sinon, mettez 5 étoiles, ça aide vraiment. Merci. Mon site web est en ligne. Allez y faire un tour pour trouver de nouveaux épisodes. Le lien est dans les notes. À la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.